Conakry, le 18 décembre 2016. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici les grandes articulations. Le président de la République prend part à la 50e session ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO au Nigeria. Au menu de la rencontre, la santé de la vie politique de la Gambie. Décembre, un mois dédié à la lutte contre le VIH-Sida. L'université Gamal Abdel Nasser de Conakry s'implique et lance la semaine de sensibilisation et de dépistage. La police verte et la police municipale rentrent en action. 500 agents sont désormais sur le terrain pour veiller à la propreté de la ville de Conakry. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. À Abuja, au Nigeria, les travaux de la 50e session des chefs de l'État de la CEDEAO ont tablé sur les questions électorales dans la région. La transition en Gambie était au centre de la rencontre. Le président de la République guinéen et ses pairs sont unanimes pour une transition paisible en Gambie. Sanassi Keita nous signe ce reportage. 50e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le président de la République rehausse de sa présence ses assises de la capitale politique nigériane, Abuja. À l'ordre du jour, plusieurs sujets, entre autres la situation politique en Gambie, en Guinée-Bissau et au Mali. Ces dirigeants de l'espace CEDEAO se sont fortement réjouis de la bonne tenue des élections présidentielles et législatives dans certains pays. Mais ils se sont par ailleurs inquiétés de la situation post-électorale en Gambie, situation que ces dirigeants de la CEDEAO entendent résoudre le plus vite que possible pour le plus grand bonheur du peuple gambien. Et pour y parvenir à une solution durable, ces chefs d'État ont privilégié le dialogue, dans le but justement d'aplanir les divergences entre le président sortant, Yahya Jammeh, qui avait reconnu sa défaite sans attendre la publication officielle des résultats, et le président élu, Adama Barrow. Réforme du secteur de la justice. Les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont en concertation à Conakry. Les échanges portent sur le fonctionnement et l'organisation de cette juridiction. Les assises vont permettre de réfléchir sur les conditions de transparence et envisager la participation de la société civile au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Explication Tcherno Younoussaba. Le Conseil supérieur de la magistrature est le seul organe compétent pour assurer la discipline des juges. Depuis 2014, il a rendu plus d'une trentaine de décisions contre des magistrats pour leur comportement indélicat, dont une révocation. La présente rencontre tend à renforcer les conditions de transparence dans le secteur. Elle envisage d'ouvrir le Conseil supérieur à la société civile et prévoit une éventuelle publication des décisions rendues en Conseil, comme l'a toujours souhaité le chef de l'État. Nous allons ouvrir le CSM à la société civile. Il y a deux raisons à cela. D'abord, il est bon que les étrangers participent au travail du Conseil supérieur de la magistrature, aussi bien s'agissant de la nomination des magistrats que s'agissant de la discipline des magistrats. Et eux, ils pourront être les garants du sérieux que les magistrats mettent à rendre leurs décisions de justice. Parce que très souvent, ces derniers temps-là, nous entendons n'importe quoi par rapport aux décisions du CSM et ça ne repose sur rien de sérieux. Mais quand la société civile est représentée, elle sera le témoin du bon travail effectué par le CSM. Toutes ces réformes visent à améliorer l'administration de la justice, un fondement pour le développement d'une nation. Avec les lois organiques de mai 2013 relatives au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature, le temps est venu pour que, comme corps professionnel, nous nous fixions une grande ambition pour notre justice. Refonder les principes sur lesquels elle repose, moderniser ses moyens fonctionnels, structurels et infrastructurels et les adapter à notre temps. Il faut donc réformer et moderniser la justice afin de la rendre plus rapide, plus claire et plus proche des besoins des citoyens. Il suffit à cet effet de rappeler la vision de la politique nationale de réforme ainsi libellée, une justice indépendante, équitable, professionnelle, accessible, intègre et humaine, capable de rassurer la population et les investisseurs et qui contribue efficacement à lutter contre l'impunité. Les garanties d'indépendance des juges vont permettre à la justice de jouer pleinement son rôle de défenseur des droits de tous, susceptible de construire une démocratie solide.
Du matériel informatique pour l'administration parlementaire. Ce don est destiné à la direction des relations internationales et du protocole de l'Assemblée nationale. C'est un geste du Centre européen d'appui aux élections. Coût d'investissement, plus de 30 millions de francs guinéens. Le point avec Robert Siditono. Il s'agit des ordinateurs portatifs et de matériel bureautique avec accessoires qui viennent renforcer le parc informatique de l'institution parlementaire. Ce don du Centre européen d'appui aux élections s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de la direction des relations internationales et du protocole de l'Assemblée nationale. En effet, le don que nous faisons aujourd'hui à la direction du protocole des relations internationales et de la coopération de l'administration parlementaire, compris dans le cadre d'un appui plus global que le Centre européen d'appui électoral apporte à l'Assemblée nationale maintenant depuis 2 ans et demi. La direction qui reçoit aujourd'hui, à savoir la direction du protocole des relations internationales et de la coopération, était une des directions qui était la moins bien outillée. En recevant ce matériel informatique, l'institution parlementaire s'est engagée à faire bon usage en vue de renforcer les activités de la diplomatie parlementaire. C'est un sentiment de joie et de satisfaction, mais aussi d'espoir, parce que EKES est devenu notre partenaire privilégié. EKES s'est engagé dans cet élan de façon très volontariste, par solidarité, par souci d'appuyer l'institution parlementaire à accomplir les missions qui sont les leurs. Ces dons de matériel informatique fait suite à une série de formations de députés et personnels parlementaires offertes par EKES. Toujours dans l'actualité nationale, Conakry a abrité ce samedi la rencontre sous-régionale de l'Union du fleuve Mano. En toile de fond, l'amélioration de l'activité économique des femmes au sein de l'espace Mano. Plusieurs recommandations ont été adoptées en faveur de l'autonomisation des femmes des 4 pays membres. Bernard Tanguino nous en dit plus. L'Union du fleuve Mano s'intéresse aux conditions de vie des femmes en milieu rural. Une étude sociologique est faite sur les activités économiques des femmes le long des frontières dans l'espace Mano. Le résultat est présenté au cours de cette rencontre sous-régionale à Conakry. L'étude révèle que dans leur commerce transfrontalier, des femmes sont confrontées à plusieurs difficultés. C'est vraiment une conclusion qui met en valeur l'activité économique des femmes et surtout leur contribution au développement socio-économique des 4 pays. Bon, il ressort aussi beaucoup de difficultés naturellement. Au nombre de ces difficultés, il y a d'abord les problèmes de financement des activités des femmes. Il y a ensuite ce qu'on peut appeler les tracasseries au niveau des frontières, les difficultés que les femmes éprouvent à traverser les frontières, leurs problèmes avec les agents des forces de l'ordre, avec les agents des forces de douane. Il ressort aussi d'énormes problèmes au niveau des infrastructures. Je ne veux pas dire directement du transport, parce que c'est surtout les infrastructures au niveau du fleuve, des 4 pays qui posent problème, les routes, les ponts, etc. Ce qui effectivement déteint dans les conditions de transport. Il n'y a pas des réseaux de transport qui peuvent soutenir l'intensité de cette activité. Pour relever ces défis, les pays membres de l'Union du fleuve Mano s'accordent sur plusieurs recommandations. L'amélioration des infrastructures routières pour faciliter le transport des productions rurales, la formation des femmes et des services d'immigration sur les pratiques commerciales au sein de l'espace Mano, Et puis le Haut Commissariat des droits de l'homme, en collaboration avec le ministère de l'administration du territoire et celui des mines et de la géologie, ont entamé le projet d'installation des observatoires de comité national de concertation dans les localités minières. L'objectif visé est de réduire les conflits dans les zones minières. Le point avec Jenny Yansané. L'Organisation internationale des droits de l'homme. C'est dans cette perspective qu'elle a organisé 3 jours de réflexion et de concertation sur la mise en place du comité de concertation de l'Observatoire national dans les zones minières. On a constaté bien évidemment que dans les zones minières, il y a des tensions, il y a des conflits. Et bien évidemment, quand il y a des tensions, il y a des conflits, ça ne peut avoir des impacts négatifs sur les questions des droits de l'homme. Donc il était extrêmement important qu'on organise cet atelier
atelier pour rappeler aux membres de l'observatoire que dans le cadre de leurs fonctions, ils devraient tenir dûment compte des droits de l'homme, ils devraient pouvoir sensibiliser les communautés, mais aussi les entreprises qui ont des obligations en matière de droits de l'homme. Nous avons aujourd'hui sur l'étendue du territoire national 82 CCLM. Les CCLM, je l'ai dit tantôt, c'est des comités de concertation dans les localités minières qui n'ont de rôle que la prévention et la gestion des conflits par la médiation dans les localités minières du pays. Nous en avons installé dans 22 préfectures. Et depuis leur installation, nous avons également procédé à des ateliers de formation en technique de médiation, de gestion des conflits. La Guinée ayant un fort potentiel minier, il est impératif d'apaiser le climat dans les zones minières. La mise en place des CCLM, à notre entendement, dans la mesure où les vaillantes et vaillants représentants de ces CCLM et les membres de l'Observatoire vont jouer en toute responsabilité leur rôle, doit permettre d'assurer aux investisseurs miniers paix, quiétude et stabilité dans leur exploitation. L'État y gagne, les miniers y gagnent et les populations locales également y gagnent. Très prochainement, les comités seront installés dans toutes les zones minières afin d'informer et sensibiliser les populations riveraines sur la gestion et la prévention des conflits. L'eau, source de vie destinée à la consommation, doit présenter une qualité appropriée pour son utilisation puisqu'elle fait l'objet de traitements. Pour accompagner la Société des eaux de Guinée, le gouvernement japonais vient d'offrir une grande quantité de produits de traitement. L'objectif est de donner une eau exempte de danger pour le consommateur. Nabi Kamara nous signe ce reportage. De 72 tonnes de sulfate d'alumine et 25 tonnes d'hypochlorure de calcium, des produits de traitement de l'eau que le gouvernement japonais, à travers la JICA, offre à la SEG. Ce geste se situe dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'amélioration de la qualité de l'eau destiné aux populations de Conakry et des villes de l'intérieur du pays. Le projet doit permettre l'aménagement de nouvelles conduites d'eau potable dans les villes mentionnées et d'améliorer globalement la qualité de l'eau fournie dans les villes. Dans cet appui du gouvernement japonais à la SEG pour une valeur de 5 milliards de francs guinéens, il est prévu l'amélioration de la desserte en eau potable des villes de Kankan, Sigiri et Koursa en Haute-Guinée. Tous ces dons s'inscrivent dans le cadre du soutien avéré du peuple et du gouvernement japonais à l'endroit du peuple de Guinée. Je voudrais ainsi, au nom de l'ensemble des collaborateurs, l'ensemble des travailleurs de la Société des eaux de Guinée, vous remercier une fois encore, Excellence Monsieur l'ambassadeur. La coopération Guinée-Japon se porte bien. Dans quelques jours, la JICA va également démarrer les travaux de remplacement de la conduite d'eau de la SEG en panne entre Anta et Sangoya. On reste avec l'ambassadeur du Japon qui s'est rendu à Kamsar avec le ministre de la Pêche. Accompagné d'une forte délégation, la mission a visité le port de pêche de Kamsar. Objectif, informer les autorités locales et les mareyeuses de la décision du Japon d'offrir une infrastructure aux fumeuses de poissons de la localité. Alassane Diogobari, de retour de Kamsar, nous fait le compte-rendu. Depuis l'accession de la Guinée à l'indépendance, le Japon n'a cessé de soutenir notre pays dans son élan de développement. Il intervient notamment dans les domaines de l'eau potable, de l'éducation et des infrastructures. La visite du port de pêche de Kamsar démontre l'intérêt de l'ambassadeur du Japon aux conditions de travail des mareyeuses et fumeuses de poissons de ce débarcadère. Un geste hautement apprécié par les autorités administratives de Boké. Remercions le gouvernement du professeur Alpha Condé à travers le ministère de la Pêche et également l'ambassadeur du Japon pour tous les efforts qu'ils sont en train de fournir pour tenir en compte les préoccupations des populations à la base, mais faire en sorte que le secteur de la pêche dans notre préfecture, comme je l'ai dit, Kamsar est une zone de pêche par excellence. Donc je les remercie très sincèrement au nom de la population de Boké. Fortement mobilisés pour accueillir le diplomate japonais, mareyeurs, pêcheurs et fumeuses de poissons ont saisi l'occasion
pour décrire leurs conditions de vie et de travail par la voix de leurs différents porte-paroles. Une visite première du genre pour le diplomate japonais, lequel a promis aux femmes marieuses la construction d'un hangar moderne. Comme le Japon avait déjà bien réalisé le port de Burivine et bientôt le port de Kapporo va être aménagé. Et en ce qui concerne Kamsar, nous avons été demandés pour le financement de l'aménagement de hangar. Mais le plus important, c'est après l'achèvement de hangar. Car le plus important, c'est appropriation. Appropriation, ça veut dire hangar est une propriété commune, mais chacun doit assumer sa responsabilité en croyant que hangar, c'est à moi. Pour le ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime, cette promesse est la preuve des bonnes relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et le Japon, des relations vieilles de plus d'un demi-siècle. Maintenant. Qu'on soit venu pour que l'ambassadeur puisse voir lui-même le site et il comprendra que la demande qu'on lui a adressée n'était pas une demande simpliste, c'est une demande réelle qui répond aux besoins de la population et qui s'est engagé pour la construction de ce hangar. Je suis très satisfait et comblé de joie parce que ça va profiter aux populations de Kamsa et pour l'ensemble des pêcheurs de la localité. La réalisation effective de cette infrastructure moderne pourrait prendre un délai maximal de moins d'1 an, selon l'ambassadeur du Japon, à compter de la date de décision de financement par son pays. La police verte et la police municipale ont pris du service. 500 agents sont déployés sur le terrain avec pour mission de veiller à la propreté de la ville de Conakry, mais aussi de lutter contre le stationnement désordonné des conducteurs de véhicules sur les artères principales. Moussa Bangoura nous fait le compte-rendu. Ils sont au total 500 agents déployés sur le terrain pour assurer la propreté de la ville, mais aussi réguler la circulation sur les artères principales au compte de la police verte et la police municipale. Ces agents sont formés, pour lutter contre les gens qui jettent les ordures dans les caniveaux, les gens qui font écouler leur eau usée en dehors de leur cours, des gens qui creusent les fosses septiques sans les protéger, les gens qui laissent les arbres sans les élaguer proprement, parce que ça présente des risques. Ensuite, des gens qui, par moment, font des occupations anarchiques. La police communale, c'est une police qui a son rôle au niveau des collectivités. Sa mission principale, c'est la sécurité publique. C'est faire en sorte que la population dorme paisiblement. Protéger la population et les biens, assure la tranquillité publique, il assure également la salubrité publique. Aux côtés de ces deux structures de police, une unité de gestion de parking, Sogepark, surveille le mauvais stationnement des véhicules. Son rôle est de sensibiliser les conducteurs de véhicules au respect des principes de la circulation. Il y a des gens qui gardent des véhicules, des épaves le long des rues, ils les abandonnent là-bas pendant des semaines, des mois et disons des années. Donc nous, notre structure est là pour pouvoir frapper d'amende tous ceux-là qui seront pris dans cet aspect. Désormais, tous les grands carrefours et places publiques seront surveillés par ces deux entités de police afin de donner une autre image à la capitale, Conakry. Ils sont nombreux à participer au fonctionnement de la justice militaire. Les acteurs de cette juridiction s'engagent à former son personnel en matière d'officiers de police judiciaire militaire. La formation permet d'acquérir une certaine expérience afin de mieux servir les tribunaux militaires. Lieutenant Fodé Aboubakar Bangoura est notre correspondant de la presse militaire. Mieux cerner le fonctionnement de la justice militaire en matière d'infraction d'ordre militaire. C'est la toile de fond de cette rencontre de la première région militaire de Kindia. Elle porte sur la technique d'investigation, la perquisition et l'établissement des procès-verbaux. L'effet recherché par le ministère de la Défense nationale, c'est d'abord le respect des droits humains,
lutter aussi contre l'impunité dans nos rangs, mais aussi surtout imprimer une bonne administration à la justice militaire. Cette formation des officiers de police judiciaire militaire, comme tant d'autres, s'inscrit dans la dynamique de la réforme du secteur de sécurité. Une démarche qui réjouit les autorités civiles et militaires de la localité. Kindia a toujours eu l'honneur d'abriter la quasi-totalité des activités dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réforme du secteur de sécurité. Cet atelier est un plus à toutes les séries de formations que l'autorité militaire est en train de mettre en place pour qualifier notre armée. Les acteurs de la justice militaire entendent poursuivre ce transfert de compétences dans les autres régions militaires du pays dans les jours à venir. Le mois de décembre est dédié à la lutte contre le VIH-Sida. En Guinée, les actions de prévention et de lutte contre la maladie se poursuivent en vue d'une réduction substantielle du taux de prévalence dans le pays. C'est en tout cas l'ambition du centre médical de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Il vient de lancer une semaine de sensibilisation et de dépistage gratuit de la maladie. Les précisions avec Soré de Guerra. Il s'agit d'une campagne de prévention du VIH, SIDA et de toutes les maladies sexuellement transmissibles. Elle porte sur la sensibilisation, le dépistage et la prise en charge syndromique. En plus de la cible universitaire, la campagne est étendue à toutes les catégories sociales. À 58 ans, Dr Moustapha Touré fait partie des nombreux volontaires au dépistage. L'action est pilotée par le centre médical de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Le sida n'épargne personne, des vieux aux jeunes. Même les enfants qui sont dans le ventre de leur maman sont menacés. C'est pourquoi, à mon âge, je m'intéresse plus que jamais à cette pandémie. Pour réussir cette activité, le centre universitaire a bénéficié d'importants kits de prévention du VIH et de prise en charge des infections dépistées. Ils sont offerts par le CNLS, Comité national de lutte contre le sida et les autres partenaires de lutte contre la maladie en Guinée. Des lots qui devraient permettre une réduction significative du taux de prévalence au sein de la première institution universitaire du pays. Bien avant que je lance ce jour cette activité, j'ai commencé par les sensibilisations dans les salles de classe. C'est ce qui a motivé, qui a mobilisé un grand nombre aujourd'hui devant ce centre-là pour vraiment se faire dépister. Le conseil et le dépistage volontaire sont des éléments importants de la prévention et de la prise en charge de l'infection à VIH. Ils encouragent et favorisent les comportements préventifs et un accès précoce aux soins. Les objectifs mondiaux de lutte contre le sida portent sur l'amélioration des taux de dépistage, de prise en charge et de réduction de la charge virale des patients d'ici 2020. La présente campagne prend fin le 21 décembre prochain. Restons dans ce temple du savoir pour dire que le laboratoire de la langue allemande passionne les étudiants. Depuis son ouverture, ils sont nombreux à s'inscrire dans ce centre pour apprendre la langue. La coordinatrice du développement de la langue allemande était sur place pour s'enquérir du fonctionnement de ce labo. Le compte-rendu est signé de Mamadou Salouba. Séduite par la langue allemande, Ramatoulaye Kaba, le diplôme de licence en poche, s'est inscrite au laboratoire de la langue allemande de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Son ambition, bien apprendre l'allemand et former d'autres jeunes Guinéens. À l'image de Ramatoulaye, ils sont plusieurs dizaines à apprendre la langue allemande dans ce centre. Ici, ils suivent des cours en audio pour faciliter la prononciation de la langue. J'ai été informée par un frère qui m'a dit que M. Touré est là. Tu peux nous donner la formation, le début de la formation pour aller en ambassade et faire le texte. Grâce à ça, on peut avoir le texte et avoir la chance pour aller en Allemagne. Je vais aller évoluer mes études en Allemagne, me former très bien et venir exploiter ça dans mon pays. Pourquoi les gens doivent continuer à Abidjan ou bien à Dakar pour la langue allemande? Ça nous a motivés.
de travailler avec l'ambassade pour pouvoir implanter de tels laboratoires ici, pour que nos compatriotes restent en Guinée, apprendre la langue allemande, et ceux qui veulent aller étudier, ils vont facilement aller étudier. Créé il y a 10 ans, ce laboratoire de la langue était au point mort avant d'être relancé cette année par la coopération allemande. Aujourd'hui, le centre reçoit la coordinatrice du développement de la langue allemande pour le Mali, le Burkina et la Guinée. Elle est venue s'enquérir du fonctionnement du centre. Ça me fait plaisir de voir l'engagement, la passion avec tout le monde travaille avec la langue allemande. Les profs qui se donnent pour essayer d'enseigner, d'apprendre aussi. Fruit de la coopération allemande, ce centre d'apprentissage aura bientôt des antennes dans les universités de l'intérieur du pays. La 45e promotion de l'École nationale des arts et métiers est désormais apte à affronter les principes du marché de l'emploi. Au terme de 3 ans de formation, les étudiants de la promotion Kerfala Kamara KPC viennent de recevoir leur diplôme de fin de cycle. Abdelaziz Baldé, reportage. Les uns ont appris la mécanique, les autres la topographie et les BTP. Après un cycle de 3 ans, ces cadres moyens de l'ENAM se disent aptes à faire valoir leurs compétences sur le marché de la concurrence. Mon sentiment, c'est un sentiment de joie que je n'ai jamais pensé recevoir un diplôme dans ma vie. Mais Dieu merci, par le soutien de mes parents et les professeurs qui m'ont formé, qui m'ont donné tout ce que je veux sur le terrain comme dans la salle de classe. J'ai confiance en notre formation. Vraiment, on a du talent. Le métier qu'on a pratiqué à l'ENAM. Ils sont 350 étudiants à constituer cette 45e promotion de l'École nationale des arts et métiers. La nouvelle équipe est baptisée Promotion Kerfala Kamara, PDG de Kiko Press. Cette promotion a réellement marqué. D'abord, dans toutes les filières, il y a eu un résultat vraiment satisfaisant. Bon, en tout, nous avons eu un pourcentage de réussite de 92%. Nous, Kiko Press, gérés par les jeunes de Guinée, formés avec le système éducatif guinéen, c'est un devoir pour nous de continuer à accompagner tous ceux qui sont formés par ce même système éducatif. Depuis 52 ans, l'École nationale des arts et métiers forme des ouvriers dans différentes techniques. À ce jour, l'établissement compte 4 grands départements avec l'ambition de valoriser les formations techniques et professionnelles. Nous vous amenons à Fria pour finir cette édition. La bibliothèque préfectorale de cette localité a désormais un centre informatique. C'est un appui du groupe Ecobank Guinée à travers son programme Ecobank D. Cette année, la Banque panafricaine a dédié une journée à sa responsabilité sociétale et environnementale au profit des communautés. L'objectif est de soutenir le système éducatif guinéen. Djamokaba, reportage. Les élèves de Fria peuvent désormais se frotter les mains. Le groupe Ecobank Guinée vient de réhabiliter le centre informatique de la bibliothèque préfectorale. Pour la formation des élèves, le groupe a offert 20 ordinateurs. Une action qui permet d'assurer aux élèves de la cité minière l'accès à une formation de qualité. Le groupe Ecobank organise depuis maintenant 4 ans des journées dédiées aux communautés dans lesquelles nous évoluons. Bon, le choix a été porté sur Fria aujourd'hui par rapport au premier thème qui est l'éducation, la digitalisation de l'éducation. Mais il y a d'autres villes aussi de l'intérieur. Partout où on est présent, on a fait des dons, comme on l'a dit, dans les villes où on est présent. Mais le centre informatique, c'est à Fria qu'il a été mis en place. L'éducation est cruciale. Et je pense que tous les intervenants durant les discours ont dit que l'avenir de l'Afrique se trouve au niveau de la jeunesse. Et Fria, particulièrement, c'est une ville qui a été assez touchée par la crise que vous savez. Et pour nous, accompagner la jeunesse de Fria est vraiment un élément important de nos stratégies. Le coût de cette opération est estimé à 400 millions de francs guinéens. Ecobank n'est pas à sa première action humanitaire à Fria. Chaque année, l'institution financière distribue des kits scolaires et sanitaires aux élèves et aux femmes de cette cité. Fria est dotée d'une salle digne de nom d'informatique pour promouvoir la culture
au niveau de notre préfecture. Le centre-là sera gardé jalousement par toutes les autorités à tous les niveaux. Et ça sera sauvegardé par les intellectuels en général, mais surtout les élèves en particulier. Ce geste hautement significatif nous comble à plus d'un titre, car il vient renforcer notre savoir-faire. L'acquisition de ces ordinateurs est une opportunité qui s'offre aux élèves de FRIA. Avec ces équipements, ils pourront maîtriser l'outil informatique. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous accorder votre fidélité. Excellent suite de programme et passez une douce nuit. Bonsoir à tous.